Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de ce fonds pour les artistes et auteurs. On va donc parler de l'AFDAS et nous accueillerons Jacques Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS. Il va tout nous expliquer sur cet accompagnement justement des artistes et des auteurs. L'AFDAS prenant aussi d'ailleurs en charge les sportifs, les métiers du sport. Le cercle RH, comment rétablir la qualité de vie au travail? On va revenir sur ce concept avec des chercheurs et des experts qui ont peut-être un regard un peu décadré sur ce mot bien-être au travail. Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS, auteur d'un livre collectif justement sur le travail. Et puis Julie Valentin, elle est maître de conf à Sciences économiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour faire le point sur ce bien-être au travail. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, 24% des salariés pensent à court terme. Oui, on pense très court. On ne pense pas à notre carrière sur le long terme. On va en parler avec Camille Sibiring. Elle est partenaire au BCG, Boston Consulting Group. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des artistes, des auteurs. Lorsqu'ils se forment, il faut le préciser, ils se tournent vers l'AFDAS. Et j'accueille Jacques Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS. On va parler de ce fonds, donc dédié aux artistes et aux auteurs. Je suis par ailleurs moi-même un auteur, donc je pourrais peut-être me tourner vers l'AFDAS. Il fête ses 10 ans, ce fonds. Quelle est sa philosophie, quel est son esprit et à quoi il a servi depuis ces 10 années, ce fonds? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous laisser nous exprimer sur effectivement ce dispositif de formation des artistes-auteurs. Alors, ce qu'on peut dire déjà, l'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences des métiers de la culture, du sport et du tourisme. Donc, nous, on finance la formation professionnelle de tous les intervenants et de tous les salariés et personnes qui travaillent dans les domaines de la culture. Et c'est vrai que depuis 10 ans, l'État a mis en place un fonds de formation pour des personnes qui ne sont pas salariées, qui sont artistes-auteurs. Alors, les artistes-auteurs, c'est des écrivains, c'est des scénaristes, c'est des plasticiens. C'est beaucoup de professionnels qui sont rémunérés en droit d'auteur et qui finalement sont des indépendants et qui, quelque part, grâce à ce fonds, ont aussi droit à la formation professionnelle. Alors, excusez-moi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on parle d'artistes, de scénaristes, d'auteurs, on a l'impression que c'est des gens qui sont un peu isolés dans leur monde, qui n'ont pas besoin de formation, puisque par essence, ils sont dans la création. De quoi ils ont besoin, ces artistes, ces auteurs, ces scénaristes? Eh bien, justement, on ne peut pas créer si on n'a pas des compétences pour créer. Parce que finalement, comme le disait une comédie musicale bien connue, le talent, ça n'existe pas. Il n'existe que le travail. Et apprendre à écrire, savoir créer, savoir peindre, sculpter, ce sont des techniques avant tout. Et ce sont des techniques qui s'entretiennent comme toute compétence professionnelle. Et c'est pour ça que le Fonds des artistes-auteurs existe, pour financer cette formation-là. C'est important que vous veniez à la télévision pour faire un oyez, oyez, n'oubliez pas, on est là, l'AFDAS peut accompagner les artistes et les auteurs et on ne fait pas que le sport et le tourisme. Les artistes-auteurs peuvent bénéficier de ces fonds. Quand même quelques chiffres pour voir le travail effectué. 42 000 formations financées depuis 2013, près de 15 000 bénéficiaires depuis 2015 et un montant total engagé de 84,89, presque 85 millions d'euros avec 5 000 actions de formation par an. Ça veut dire que ces artistes font toc-toc à l'AFDAS. C'est quoi? C'est les artistes qui ont besoin de se former en hard skills, c'est les artistes qui veulent faire un autre métier. C'est quoi leur demande? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la réussite, elle est patente sur ces 10 années d'activité, puisque c'est presque 9 millions d'euros chaque année qui sont consacrés à la formation de personnes qui ne sont pas salariées et qui, sans nous, n'auraient le droit à rien. À 70%, les thématiques de formation, c'est des thématiques professionnelles. Donc on est véritablement sur les compétences de l'artiste-auteur, sur les savoirs d'écriture, sur les savoirs de création, sur les techniques. Et derrière, pour ce qui reste, ça va être des compétences transverses qui vont être notamment faites sur les aspects de communication. Par exemple, quand on est plasticien, il faut se créer son site internet pour se faire connaître, pour se promouvoir. Et quelque part, nous, on va travailler à donner ces compétences-là à ces personnes pour créer leur site internet. Et puis, marginalement, à 3%, ils nous demandent effectivement des formations de reconversion ou d'activités complémentaires, puisque leur activité créative ne permet pas forcément d'en vivre et qu'ils ont besoin d'un complément de formation pour développer une autre source de travail qui permette de déclencher des revenus.
Jack, pour prolonger ce que vous venez de nous dire, c'est la répartition de ces fonds artistes en fonction des secteurs. Il y en a 55% qui se sont formés, qui venaient du secteur de l'art plastique graphique, 14%, un peu plus de 14% de la photographie, 15% du cinéma et de l'audiovisuel, 10% écriture et art dramatique et 4,5% de la musique et de la danse. Vous êtes venu nous dire quoi? Non seulement ça a marché, mais il ne faut pas l'oublier, ce fonds, il faut que les artistes et les auteurs continuent à se former. Alors, il faut continuer. Ça fait jamais que 10 ans que ça existe. La formation professionnelle pour les salariés, ça fait 50 ans que ça existe. Donc, on voit déjà le décalage de traitement d'activité. Et puis, derrière, on est dans un monde de plus en plus créatif. Il y a une inflation d'images, de sons. Et il faut financer la formation des créateurs pour que ce monde existe. Et je crois que le plateau sur lequel on est aujourd'hui est une belle illustration. Il faut préciser que les métiers de la télévision, c'est l'AFDAS aussi. Hein. Tout à fait. Donc tout ce qui est la production du visuel, cinématographique, la télédiffusion. On accompagne particulièrement en ce moment une école dédiée au métier du scénario, qui est une compétence de plus en plus demandée, puisqu'en France, on crée de plus en plus de séries, notamment pour les plateformes étrangères, donc les Netflix, les Amazon, les Disney+. C'est vrai. C'est une vraie compétence française que l'audiovisuel, et on ne le cite pas assez. Jack, je remarque quand même qu'il n'y a que 4,5% seulement du secteur musique et danse qui se tourne vers la formation. Pourquoi? Parce que c'est un univers clos, c'est un univers qui s'auto-forme, qui échange. Comment vous l'expliquez avant de nous quitter? Alors, c'est déjà un plus petit univers. Ça, il faut le citer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, de professionnels des arts plastiques, c'est notamment avec tout ce qui est lié au graphisme, où ça concerne énormément de gens. Et puis, c'est vrai que sur les aspects d'esthétique, de danse, je suis désolé, mais il y a beaucoup aussi d'auteurs décédés, malheureusement, puisque ce sont des arts assez anciens et qu'effectivement, ceux-là, par définition, ils n'ont pas besoin de se former. Merci Jack Aubert d'être venu nous rendre visite pour nous éclairer sur l'action très concrète en direction des artistes et des auteurs en particulier, puisqu'il y a d'autres, on l'a évoqué, d'autres secteurs qu'adresse l'AFDAS. Mais là, on parlait des artistes et des auteurs. Jack Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page et on s'intéresse au bien-être au travail. Oh, que le sujet est intéressant, puisque tout le monde parle de bien-être et quand on regarde les chiffres de près, on s'aperçoit qu'il y a aussi pas mal de souffrance au sein de l'entreprise. On en parle avec des experts, c'est le Cercle RH, le débat de Smart Job. Le cercle RH et le débat de Smart Job pour essayer d'ausculter, je dirais, d'une manière très scientifique ce rapport au travail. Travailler, c'est quoi? Alors, on parle beaucoup de bien-être au travail, et Dieu sait si sur ce plateau, on en parle beaucoup, d'entreprises engagées pour l'amélioration de la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. Mais est-ce que c'est suffisant? Et on va en parler avec deux chercheurs, deux experts de ce sujet. Pas du bien-être, mais des sujets du travail, pour être précis. Julie Valentin, ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, maître de conférences sciences économiques à la Sorbonne, Université Paris-Panthéon. Merci d'être avec nous. On va parler peut-être pas que de bien-être au travail, mais aussi du travail en lui-même. Merci d'être là. Et puis Bruno Palier, vous êtes venu avec ce livre que vous exposez, et c'est important de le montrer à l'image. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, Centre d'études européen et de politique comparée, et que sait-on du travail? Alors c'est un livre collectif, c'est un livre, je pense, c'est un livre référence qui est sorti en 2023 et qui va faire référence. Et vous êtes-vous intéressé à la stratégie du low cost, du travail low cost? On va parler du coût du travail. D'abord un mot parce que c'est la première question que je pose dans l'émission, dans les titres que nous avons choisis. Quand on vous parle de bien-être au travail, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une condition de vie des personnes. C'est-à-dire que le travail, ça reste quelque chose qui définit votre vie de tous les jours. Donc c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça doit être une question qui ne se pose pas que pour les cadres, qui se pose pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Mais Bruno Palier, et je pose la même question, mais je la reformule. Est-ce qu'on est un peu comme ça dans des décors de cinéma quand on utilise le bien-être au travail? Parce que quand je lis vos travaux et quand je commence à m'intéresser à ce que vous dites en fait, dans la réalité du quotidien, on a plutôt depuis des décennies une baisse du coût du travail, donc une baisse de la qualité du travail, versus, on nous dit sur ce plateau, mais nous on fait tout pour le bien-être au travail. Et les personnes qui viennent sur ce plateau ne me mentent pas. Elles ont l'air très engagées pour le bien-être au travail. Et pourtant, vous dites que le coût du travail baisse et que la qualité se dégrade. Alors, qui dit vrai? Après, ça dépend à qui on demande.
Mais quand on demande aux salariés, et il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup de comportements qui montrent qu'il y a un sentiment de perte de la qualité de vie au travail, si on veut utiliser cette expression, qui se vit d'abord dans le fait d'une perte de sens du collectif de travail. Je suis de moins en moins en capacité d'avoir des échanges avec les collègues, mes comparses ou mes supérieurs. Une perte de sens, à quoi je sers, etc. C'est pas seulement le sens général, hein, est-ce que RSE, etc. Ouais. C'est moi. Qu'est-ce que je fais là dans la boîte, voilà. quoi. Une perte de sentiment de sécurité, une inquiétude sur l'avenir, etc., qui sont les composantes de ce qui font le bien-être au travail. Il y a beaucoup d'études qui essaient de mesurer qu'est-ce qui fait le bien-être au travail. Eh bien, c'est l'ambiance au boulot, c'est les perspectives de carrière, sécurité, insécurité, les relations hiérarchiques et mon utilité. Mais c'est aussi, est-ce qu'on me demande mon avis dans l'organisation du travail, dans la définition de mes tâches, voire dans la définition de la stratégie de l'entreprise. De quoi on vous parle là ? On vous parle de mes tâches, l'organisation du travail et la façon dont je suis managé. Les personnes auxquelles vous faites allusion, quand elles disent « je travaille au bien-être », est-ce que c'est de ça dont elles vous parlent ou est-ce qu'elles vous parlent des cours de yoga et du potager sur la terrasse, pour reprendre un exemple que vous nous donniez hors antenne tout à l'heure ? C'est pas la même chose, mais créer des circonstances autour, aux marges, qui semblent chouettes, c'est pas sûr que ça résolve le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'intensification du travail, c'est le fait de plus se sentir ni reconnu, ni écouté. Ça, c'est un sujet central. Julie Valentin. Oui, je compléterais aussi par rapport à votre question, ça dépend aussi de qui on parle. Je pense que c'est un des points qui est très bien développé dans le livre par un autre auteur. Est-ce que les personnes qui viennent vous parler ici parlent des salariés qui travaillent pour eux, mais qu'ils ne côtoient pas? En fait, il y a un nombre très important de salariés qui sont dans l'entreprise aujourd'hui, mais que les DRH des entreprises ne côtoieront jamais. C'est quoi? C'est une forme d'invisibilité de ces salariés? Il y a une invisibilité, il y a une mise à distance. C'est ce qui est très bien décrit par le texte de Gaucho, par exemple, dans le livre, qu'on peut aussi décrire par ce qui peut se passer dans la sous-traitance. C'est aussi un autre texte qui est raconté. Mais je vais donner un exemple, celui que je maîtrise le mieux, c'est les salariés du nettoyage. Il n'y a pas d'entreprise qui peut fonctionner sans nettoyage. Et c'est la première manière dont on prend soin des autres. Mais ces salariés-là, qui arrivent à 6h, qui repartent à 9h ou qui sont de 18h à 21h, ils ne les verront pas. Et de quel travailleur? Mais ce n'est pas forcément que ces activités-là. C'est vraiment à qui on parle quand on est DRH aujourd'hui, qui on côtoie, qui on sait en dehors de ces cadres pour lesquels on s'interroge, de leur télétravail, de leurs 4 journées, etc. Je crois que dans une tribune dans Le Monde, vous évoquez aussi des enjeux de réduction, et ça c'est un enjeu politique qui d'ailleurs traverse à chacune des élections présidentielles ou législatives la baisse des cotisations sociales. Vous dites que ça a démarré avec Balladur et qu'on n'a jamais arrêté de réduire les cotisations au nom d'un discours entendu, qui peut d'ailleurs être entendu, de réduction des charges, puisque ça revient à dire baisser les charges. C'est un vrai ou un faux sujet quand un entrepreneur ou un chef d'entreprise vous dit qu'il faut baisser les charges parce que je ne peux pas embaucher, parce que le prélèvement est trop important. Et comment vous réagissez, vous qui avez ausculté ce sujet et sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cet entrepreneur qui brandit sa banderole, baisser les charges? Moi, j'ai envie de commencer en posant une première question, c'est quel est le prix des voitures allemandes? C'est très cher, les voitures allemandes, on est d'accord. Donc, à quel moment les Allemands se sont-ils dit, étant donné le coût du travail, qui est équivalent dans l'industrie allemande, dans l'industrie française, je ne pourrai jamais exporter. D'accord? Et ils exportent. Ils exportent massivement. Évidemment. Mais ils exportent pourquoi? Parce qu'ils cherchent à faire des produits d'une extrême qualité. Et comment on fait des produits d'une extrême qualité? En s'appuyant sur le savoir-faire, sur la qualité du travail de l'ensemble des salariés, qu'ils forment, qu'ils accompagnent, qu'ils protègent, etc. Pour l'industrie allemande, exportatrice, le travail, ce n'est pas un coût, c'est un atout dans lequel on investit. Vous dites en France, c'est un coût, le travail. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est n'importe quel économiste orthodoxe que vous inviterez sur ce plateau, c'est tous les gouvernements, alors là, de quelle que soit la couleur, depuis les années 80. Inviter un économiste standard ou inviter un gouvernement, si vous prononcez le mot travail, dans les 30 secondes qui suivent, le mot coût apparaîtra. En France, le travail a été considéré comme un coût. Forcément, on ne va pas essayer de le stimuler, de l'élaborer. Julie Valentin, j'avais une question à vous poser, mais vous vouliez peut-être réagir à cette question des cotisations et d'un enjeu de dégradation du travail. Mais c'est vrai que ça pose une question aussi fondamentale de savoir, imaginons, on enlève les exonérations de cotisations, on remet le coût tel qu'il doit être. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut dire qu'il y aurait peut-être un certain nombre de services
qui arriverait à un niveau où pour qu'il soit rentable, les employeurs devraient augmenter leurs prix. C'est sûr. Et peut-être que les gens ne les achèteraient pas. Donc il n'y a pas de consentement à acheter ça. Peut-être que cette délibération sociale de savoir quels sont les biens dont on a besoin ou pas se poserait. Elle se poserait autrement. Est-ce qu'on a besoin... Donc on ferait des choix. On ferait des choix. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui va trimballer, qui va emmener le pain au chocolat de quelqu'un dans le 8e arrondissement? Peut-être pas. Et peut-être que du coup, Amazon ne pourrait pas avoir... ne vendre ce service-là parce qu'il serait plus solvable. Et ça poserait cette question-là. Là, cette question, elle est résolue par les exonérations et on n'est pas autour de la table à se demander en fait de quoi on a besoin. Donc c'est pas un mieux 10 ans, mais un moins 10 ans, puisque ce que vous évoquez avec ces livreurs ubérisés qui à vélo vont me livrer mon pain au chocolat à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est ça que vous évoquez. Ça peut aussi être ça, la baisse du coût du travail. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, parce que je reviens à l'Allemagne, la question, elle a fait l'objet d'une délibération sur le soin aux personnes âgées dépendantes. Sujet d'actualité. Sujet d'actualité. On part d'un pays qui a un vieillissement un peu plus rapide que nous, mais ça nous attend, et qui sait qu'il y a un besoin, et qui en face n'a pas de salaire minimum. Vous savez, c'était en Allemagne, il n'y avait pas un salaire minimum. Il y en a un depuis cette époque, notamment, où on s'est posé la question de est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on est prêt à payer? Et ils ne trouvaient pas de personnes prêtes à s'occuper des personnes âgées dépendantes pour ce qui était proposé avant. Et donc ils se sont dit, collectivement, oui, il va falloir qu'on paye plus cher. Et donc c'est un pays qui a créé une profession, des statuts, une rémunération supérieure à celle du SMIC pour la Pflege, ça s'appelle en Allemagne, pour le soin aux personnes âgées dépendantes, parce qu'il y a eu l'opportunité d'avoir ce débat qu'on n'a pas, puisque c'est des baisses généralisées des cotisations sociales. Donc on ne se demande pas quel besoin on a juste considéré que les gens, soi-disant sans qualification, étaient trop chers et donc il faut baisser leurs coûts. Un mot, parce que je ne m'adresse pas à des sociologues, mais vraiment à des économistes, à des spécialistes du travail, mais est-ce qu'on est malade de notre travail en France? Quand on regarde les chiffres, parce que eu égard à ceux qui nous parlent du bien-être au travail, de la raison d'être, des entreprises à mission qui sont des boîtes très engagées, on a des chiffres de burn-out, de dépression, de désengagement, de troubles musculo-squelettiques pour ceux qui ont des charges lourdes, qui sont en pleine explosion. Là aussi, on a l'impression que c'est deux discours qui se croisent ou qui se tournent le dos. Comment vous l'expliquez ça? Je pense vraiment que c'est cette question-là de ce que c'est que les ressources humaines. Je pense que comme c'est votre public, probablement l'un des points vraiment intéressants, c'est est-ce qu'on achète de la ressource humaine ou est-ce qu'on l'organise, on la gère, on la choisit Et c'est une vraie question. Et c'est vrai que les personnes que vous rencontrez, à mon avis, font cet effort pour certaines catégories de salariés. Pour certaines catégories de salariés. Je pense qu'ils sont dans cette démarche-là. Et c'est une vraie question. On est dans un mouvement très large de transformation du rapport aux ressources humaines, où on veut la consommer, cette ressource humaine, plutôt que de réfléchir à la manière dont on doit l'organiser, la gérer, lui trouver sa place, et l'accompagner. C'est ça, être employeur. Juste Bruno Palier, il y a votre livre, alors on voit la liste des co-auteurs. Il y a aussi un débat qui est posé avant de nous quitter sur notre relation à l'envie de travailler. Ça a été évoqué pendant le Covid. Les gens ne voulaient plus revenir. On entendait des chefs d'entreprise, quand on parlait avec eux, qui disaient « moi, j'arrive plus à faire revenir mes salariés ». Est-ce que depuis le Covid, vous avez le sentiment qu'on a accéléré aussi cette espèce de rapport d'élité au travail et à notre entreprise? Alors moi, je ne crois pas. Donc ça, c'est la grande démission, ce dont vous parlez. Le grand mythe de la grande démission. C'est le mythe de la grande démission, parce qu'on ne voit pas non plus si le chômage baisse, ou en tout cas à un niveau relativement bas, c'est que ce n'est pas le signe de ça. Moi, je pense qu'il faut parler de la grande déception. Une des caractéristiques, on le documente dans le livre, des Français, c'est qu'ils continuent d'attacher une importance au travail beaucoup plus forte que nos voisins, voire que les Américains. C'est-à-dire qu'on a raconté qu'en France, comme partout ailleurs, les gens, ils ont d'autres préoccupations dans la vie, etc. Les enquêtes, c'est pas ce que ça montre. Et donc, il y a un attachement et des attentes très fortes vis-à-vis du travail. Mais pour beaucoup de salariés, moi, je dirais les 2/3, c'est ce qu'on documente dans le bouquin, il y a une déception parce que les conditions de travail, le management vertical, l'intensification du travail fait qu'on a le sentiment de ne plus pouvoir faire bien son travail. C'est ça. La phrase complète qui permet de rendre compte du sentiment de beaucoup de personnes au travail, je n'ai plus le temps, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus les ressources pour faire bien mon travail. Donc on est frustré parce que, amoureux de son travail, on ne peut pas exécuter sa tâche telle qu'on voudrait la faire. Et c'est très connu des infirmières, c'est très connu des personnels de santé à l'hôpital, et qui, là, pour le coup, c'est pas la grande démission, mais c'est les grands départs, là, pour le coup. Mais quand on dit « je n'arrive plus à embaucher », la question, c'est parce que les gens veulent pas, ou qu'est-ce que vous avez à proposer? Et ça, c'est quelque chose qui a très bien été connu cet été de la part des restaurateurs des métiers du tourisme. Ils ont dû faire des concessions, ils ont dû améliorer les conditions de travail, négocier les horaires, etc. C'est pénurique, mais on voit bien
bien que si on se pose la question des conditions de travail, de l'organisation du travail, on peut changer des choses. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Parce qu'on voit un président de la République qui souhaite réindustrialiser la France, réarmer notre industrie, qui sont des mots un peu martiaux et guerriers. On se dit que si c'est le moins 10 ans qui prime, ça va être compliqué de réindustrialiser la France. Il y a des cercles vicieux et des cercles vertueux. C'est-à-dire, pour compléter ce que disait Bruno Palier tout de suite, en fait, quand on regarde avant le Covid, on a une très forte montée de la rotation de la main-d'œuvre. On voit vraiment, ces travaux que j'ai pu faire avec Camille Signoretto, on voit vraiment le taux de rotation qui augmente. Et donc on peut se mettre dans une situation où de plus en plus la main-d'œuvre tourne vite, donc les salariés n'ont pas d'intérêt à s'engager puisqu'on va se séparer d'eux, les employeurs n'ont pas intérêt à s'engager, à réfléchir parce qu'on va se séparer d'eux, et on va avoir un cercle vicieux où au fur et à mesure la relation d'emploi devient quelque chose qui se transforme en achat-d'heure qui perd son sens. Mais à l'inverse, un engagement de l'employeur qui réfléchit à l'employabilité, à ne pas... Ouais. Il va s'attacher des salariés qui vont avoir un engagement et il y a des processus vertueux qui sont possibles. Avec de la productivité, avec des gains de productivité, mais qualitatifs. J'ai 2 experts sur ce plateau. Il y a souvent des débats là à n'en pas finir. Est-ce que les Français sont productifs ou pas? Parce qu'on cite la France comme ayant les salariés les plus productifs. Vrai ou pas vrai? Alors, dans les chiffres d'Eurostat, vrai jusqu'à il y a 2-3 ans. C'est ça. C'est-à-dire la productivité horaire, c'est-à-dire quand on bosse... alors, il semble que ça se stabilise, que ça soit moins vrai. Mais je pense qu'on pose mal la question aujourd'hui parce qu'on continue de compter la productivité sur une logique quantitative de l'âge de Charlie Chaplin. Combien tu fais en 1 heure? Mais quand on parle de service... est-ce que c'est vraiment le nombre de... C'est inquantifiable, mais c'est qualifiable. C'est la qualité du service rendu qui compte. Alors, on le sait bien. La question qui se pose, c'est... Et les clients le savent bien, et les personnes qui voudraient fournir des services de qualité le savent bien. Comment on rentre dans un monde où la qualité va devenir fondamentale dans la mesure de la productivité aussi? Je suis frustré parce que vous êtes passionnant. Julie, un dernier Juste mot. pour dire, c'est-à-dire qu'on peut être dans le mécanisme dans lequel on est aujourd'hui, qui est de rajouter des emplois, c'est-à-dire qu'on fait baisser la productivité pour amener le plus de gens un peu n'importe comment, ou on peut, vis-à-vis des personnes, leur donner plus d'heures pour faire correctement leur travail. Et c'est pas la même façon de gérer la productivité, ça veut dire qu'il faut l'apprendre autrement. Je vais vous taquiner, on repasse aux 39 heures. Pourquoi? Non, mais plus d'heures. Leur donner plus de temps pour effectuer leurs tâches. Non, mais je fais un trait d'humour. C'est parce qu'on compte pas toutes les heures. C'est ça. On ne compte plus toutes les heures de travail que les gens mettent dans leur travail, en fait, qu'on les met sous pression. Hors même travail d'ailleurs, puisque souvent on travaille en dehors de l'espace dans lequel on est habilité à le faire. C'est ce que vous dites. Merci à vous de nous avoir éclairés, ça fait du bien de rentrer Merci avec beaucoup. des chercheurs et des experts. Que sait-on du travail? Est-ce qu'on peut faire un gros plan peut-être sur ce livre collectif, édition Le Monde, Sciences Po? Merci à Bruno Palier, directeur de recherche au CNRS, Centre d'études européen et de politique comparée. Avec ce livre, il est sorti il y a quelques mois, donc toujours disponible. Et merci à Julie Valentin, qui est maître de conférence sciences économiques, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi, on va parler de l'attachement ou pas et de l'intérêt qu'ont les collaborateurs à rester dans leur entreprise et à penser leur carrière. Et c'est une étude passionnante du BCG dont Camille Siebering va nous parler. Partenaire BCG, merci d'être avec nous. C'est intéressant, il y a 24% des salariés français qui ne se projettent pas dans leur entreprise, alors au-delà d'1 an, et 28% lorsqu'ils sont à l'international, donc c'est un petit peu plus. C'est à peine un quart, pas plus d'1 an. C'est quoi? C'est un peu comme dans les histoires d'amour, on ne s'engage plus? Effectivement, c'est un horizon très court et une proportion significative des collaborateurs qui ne retrouvent plus aujourd'hui ce qu'ils attendent au sein de l'entreprise et ils regardent, ils sont soit dans une situation passive ou dans une situation active de recherche d'emploi pour aller retrouver et rejoindre une autre entreprise. C'est significatif, notamment dans une période où effectivement les sociétés continuent à recruter, mais cherchent parfois avec difficulté les collaborateurs dont ils ont besoin. Il y a quand même des enjeux assez forts parce que dans l'étude, lorsque les salariés sont en poste, vous dites que les facteurs émotionnels prennent totalement le pas quand il s'agit de fidéliser les salariés. On voit qu'il y a, pour ces salariés qui disent « moi je ne reste pas plus d'1 an »,
il y a des facteurs émotionnels, il y a des facteurs de relation au manager, il y a des facteurs, j'allais dire, de je me sens bien ou je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'ils ont pris de plus en plus de place, ces facteurs-là. Alors, dans notre étude, effectivement, on s'est attaché à différencier ce qu'on appelle les facteurs fonctionnels, la rémunération, le temps de travail, les avantages, des facteurs émotionnels. Et ce dont on se rend compte, c'est 3 situations bien distinctes. La première situation, le collaborateur recherche une opportunité à l'extérieur, dans une autre entreprise, et là, ce qu'on voit, c'est que les facteurs fonctionnels sont très importants. Deuxième situation, on met le collaborateur dans une situation où il doit choisir. Il doit faire des choix entre les différents facteurs. Les facteurs émotionnels remontent. Troisième situation, on a regardé qu'est-ce qui fait rester les collaborateurs ou les salariés au sein d'une entreprise. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, effectivement, en tête de liste, ce sont des facteurs émotionnels qui ressortent. Et humain, excusez-moi, parce que le salarié vous dit aussi... Moi, mon manager, ça colle pas. Mon manager me parle pas. Ou inversement, mon manager m'écoute et je suis bien avec lui et je tisse quelque chose. Est-ce que c'est un élément clé dans la rétention ? Alors, dans ces facteurs émotionnels, on a essayé de chercher à comprendre finalement qu'est-ce qui impacte ces facteurs émotionnels. Que peut faire l'entreprise pour effectivement augmenter la satisfaction de ces éléments liés à l'émotion ? Donc, on a utilisé en fait les résultats de cette étude pour analyser un certain nombre de facteurs qui viennent susciter ces émotions positives. Et celui qui ressort en premier, c'est effectivement la qualité du manager. Premier impact sur les émotions positives que les collaborateurs, ou négatives, que les collaborateurs peuvent éprouver au sein de leur emploi. Ce chiffre, quand même, il est important puisqu'il fait écho à ce qu'on se dit. 42% des salariés ne sont pas satisfaits de leur manager à échelle internationale, puisque cette étude donne la parole à l'échelle internationale. C'est presque la moitié. Donc il y a quand même un gros sujet. Alors, est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein ? Est-ce que c'est la faute toujours du manager ? Est-ce que le collaborateur a sa part de responsabilité ? Mais le chiffre, quand même, dit quelque chose. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, le chiffre est important. Mais je crois qu'il faut mettre au regard de ce chiffre la complexité et la difficulté du rôle de manager. Non, mais je ne veux pas les accabler, les pauvres managers. Au-delà, effectivement, de cette situation et du constat, et je crois que le constat, il faut l'accepter, mais derrière ce constat, il y a des facteurs explicatifs, et il faut essayer de soulager la difficulté de ce poste, et je suis certain qu'effectivement, ce chiffre de 42%, eh bien, baissera de manière significative. Vous, au BCG, une fois que vous avez fait cette photographie qui est passionnante, puisqu'on voit l'évolution aussi de l'attachement ou pas à une entreprise, à son envie de progresser à l'intérieur, qu'est-ce que vous adressez comme recommandation ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce plateau avant de nous quitter aux entreprises ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour essayer de réduire les écarts ? Alors, effectivement, je dirais que la première des choses, c'est de commencer par le plus important. Donc le premier facteur que l'on voit, c'est effectivement le management. Mais on a parlé en fait de l'impact du manager sur l'aspect émotionnel, mais cet aspect émotionnel a des incidences sur la rétention, mais pas que sur la rétention, sur la motivation, évidemment, sur la satisfaction, mais également sur le sentiment d'équité au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Donc je dirais que ce qu'il est important, première chose, c'est d'être à l'écoute des collaborateurs, d'être à l'écoute des managers et d'accentuer, je dirais, la formation. On ne naît pas manager, le métier de manager s'apprend, se développe et l'entreprise a un vrai rôle à jouer dans ce domaine. Merci Camille Sibierring, partenaire BCG avec cette étude autour donc de l'engagement des collaborateurs et parfois même de leur distance à l'égard de leur entreprise. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à l'équipe Angel à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci à vous.